Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Yann, qui a vécu des violences au sein de son couple, de la part de son ex-compagne plus précisément, dans un contexte d'addiction à la cocaïne. Des violences psychologiques, sexuelles, parfois difficiles à nommer et souvent impossibles à raconter à l'époque. Il a choisi de prendre la parole ici pour partager ce qu'il a traversé, les impacts que ces violences ont eus sur lui, et ce que ça veut dire, aujourd'hui, d'essayer de se réparer. On a aussi parlé de masculinité problématique, de sexisme, de misogynie, et de la façon dont tout ça alimente les violences et le silence qui les entoure. Yann évoque également les conséquences sur sa santé mentale, sa santé physique, sur les relations sociales, et il nous dit aussi ce qu'il a mis en place, pas à pas, pour reprendre sa place. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va pas mal aujourd'hui, ouais, merci. Merci déjà d'avoir accepté de témoigner au micro du podcast. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Yann, j'ai 44 ans. Je suis pharmacien dans l'industrie pharmaceutique depuis maintenant presque 15 ans et je réside en Suisse. Merci beaucoup. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Alors, c'est important pour moi de venir témoigner aujourd'hui parce que dans un premier temps, d'abord, je me nourris de tous ces témoignages, de toutes ces paroles. Et puis, je me suis quelque peu identifié à certains témoignages, à certains passages des épisodes passés. Et je me disais que venir aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice pouvait peut-être aider, pouvait peut-être orienter aussi certaines personnes dans un processus peut-être de rétablissement ou voilà, quelque chose comme ça. Ça, j'en suis convaincue. Est-ce que tu peux du coup, Yann, nous raconter ce qui t'est arrivé, alors justement en racontant aussi peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, le pourquoi en fait ça a permis d'arriver dans une relation comme ça. Alors, pourquoi j'ai terminé dans une relation aussi délicate alors je dirais que ça remonte à l'enfance, à l'adolescence. D'ailleurs, je travaille pas mal le rapport au père dans mon travail, dans mon accompagnement thérapeutique. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement très taiseux. C'est vrai et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes de ma génération. On exprime assez peu ses émotions. En général, quand il y a des coups durs, on avale et puis on avance, on essaie de faire... c'est très intériorisé, ça c'est clair. J'ai un père de famille bien présent, qui insiste beaucoup sur sa dignité. Je l'ai vu enterrer toute sa famille sans lâcher une larme. C'est ce rapport aussi à la virilité que je questionne encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai une adolescence sans réel problème. J'ai pas d'excès, je travaille plutôt bien, j'ai des activités, je fais beaucoup de basket, j'en fais même un peu trop, j'ai laissé mes genoux. et puis c'est donc des études assez longues, jusqu'à 25-26 ans. Une arrivée sur le marché à l'étranger, tout de suite. Donc une première expérience en Suisse, après je suis parti au Danemark. Et puis quand je suis revenu en France, là j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu un premier enfant. Donc j'avais 27 ans, 28 ans, un peu jeune, mais je me sentais prêt. Ça n'a pas fonctionné avec la maman, mais voilà, c'était une première épreuve, je dirais, dans ma vie. C'était un peu particulier. Et puis surtout au sein du foyer familial, s'est déclarée la maladie de mon frère. Donc toujours pareil, on a tous les deux grandi dans cet environnement un peu
un peu pressurisé. Mon frère a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 23-24 ans. Donc on était en 2007-2008, à peu près au même moment que l'arrivée de mon premier fils. Et je dirais que ma famille et moi-même l'avons très très mal géré. Ouais, j'allais te poser la question justement de savoir comment ta famille, peut-être même vos parents, l'avaient accueilli cette nouvelle. Le principe même de santé mentale dans ma famille était un tabou. On n'en parlait pas. Donc c'était juste une petite déprime au début. Le problème, c'est que ça s'est vite aggravé. Que mes parents se sont tournés vers des méthodes, à mon avis, ancestrales qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Je te parle d'électrochocs, je te parle vraiment de choses un peu... Ouais, d'accord. Là, des trucs très violents qui, oui, effectivement, n'ont rien à voir avec tout ça. Et au moment où on était sur le point, au moment où j'étais sur le point de convaincre mes parents justement de se rapprocher d'autres parents, d'aller en parler, de trouver d'autres techniques, et ben, malheureusement, en 2014... mon frère s'est suicidé, s'est ôté la vie. Il a décidé de mettre fin à ses douleurs, qui, à mon avis, devaient être insupportables. Je pense que c'était... Bah oui. Et moi, quand je rentrais à Lyon, visiter mes parents, on partageait la même chambre, et je le voyais la nuit, déjà lutter... chercher le sommeil, mais surtout lutter contre, à mon avis, des voix. Alors il se levait, je le voyais... alors j'étais obligé de l'asseoir à son bureau, j'essayais de le faire écrire, j'essayais de le faire dessiner. Il y avait un côté un peu mystique dans tout ça, c'était un peu perturbant, je pense que c'était traumatisant, hein, faut dire ce qui est, de voir son frère... perdre. C'est toi, du coup, qui le gérait la nuit. Qui était très présent pour lui, finalement. Quand j'étais à Lyon, quand je rentrais, la nuit, c'était à moi dont il avait affaire. Enfin, je sais, moi j'étais en première ligne, pour le coup. Mais au quotidien, mes parents avaient plutôt tendance à ignorer le contact, à ignorer c'est une sorte de déni, qui, pour moi, était difficile à vivre. Mais bon... J'en étais même venu lâchement à les rendre responsables de l'issue malheureuse de son état, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'en parler, moi, de mon côté. J'avais une thérapeute. On a réussi à aborder la chose. Est-ce que je l'ai géré vraiment émotionnellement à ce moment-là? Je ne sais pas trop. Moi, j'avais 33-34 ans. J'étais lancé dans la vie active. J'avais peut-être d'autres choses en tête, d'autres priorités. Le bien-être de mon fils, dont j'étais séparé de la maman. Je crois que je l'ai un peu minimisé, à tort. Et c'est ce qui a fait que, du coup, derrière, je suis rentré à Lyon, parce que je voulais me rapprocher de mes parents. Et j'ai fait le choix. Je voulais continuer à sourire. Je voulais pas perdre goût à la vie. Je voulais pas. C'est ce que j'allais dire. T'étais dans une démarche de vivre, en fait, de continuer. Mais je pense que malheureusement, c'est ce qui a un petit peu guidé, ce qui encore aujourd'hui guide mon instinct, c'est cette pulsion de vie, quoi. Et donc, je me suis orienté vers le monde de la nuit. Et évidemment, le monde de la nuit, il y a des fois, il y a des fréquentations, des rencontres. Avec toutes ces dérives, aussi. Alors, ça peut être... ça peut être merveilleux d'un point de vue externe et à petite dose, mais quand on tombe un peu dans l'excès, on peut tomber sur des personnes meurtries, des personnes... des âmes en peine, parfois, j'aime bien dire ça. Et le problème, c'est que moi, j'avais pas conscience des conditions, des maladies, de la maladie de certaines personnes que je pouvais voir malgré tout danser toute la nuit et même ne pas dormir pendant 3 jours. Pour moi, il y avait un côté un peu rock'n'roll, un côté un peu rebelle qui me... Oui, c'est ça. Je me disais, c'est ça. C'est ça la vie. Mais c'est aussi quelque chose qui est très romantisé et très mis en avant. Oui. Ce côté, justement, tu sais, très rock'n'roll, la fête. Ouais, mais c'est pas... quand c'est illusoire. Non, mais
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais on nous le vend aussi Bien comme sûr. quelque chose de, voilà, quand tu vas pas bien, on le voit souvent dans les films, dans les séries, les trucs comme ça, tu vois, les persos principaux, ils sont en mode, oh là là, ça y est, maintenant, j'en ai plus rien à foutre, je vis la nuit, Ouais. et ils trouvent une certaine, Ouais, ils ont l'impression d'être je connectés sais à la pas, une vie, en fait. Ouais. pseudo-thérapie, ouais, Ils ont voilà. l'impression de se reconnecter à la vie, alors qu'en fait, ils sont dans une fuite en avant. Et, Ouais. et pour certains de ma génération, donc au-delà de 40 ans, voire même jusqu'à 50 ans, euh, là, on n'est plus dans la fuite, on est dans la chute, là. Là, on se Mm. rapproche de la mort, là. Et donc, moi, j'ai adhéré à ce phénomène-là, je dirais, pendant 5 6 ans. Et j'ai même rencontré, donc, en 2018-2019, une femme par l'intermédiaire de connaissances. Alors, moi, j'étais retombé vraiment en fac. J'étais plutôt. Je fumais quelques joints par-ci par-là Ouais. et des bières en soirée, oui. Alors, à 34-35 ans, je me suis remis à fumer des joints, Ok. à boire plus que de raison certains week-ends. Et là, la personne que je rencontre, ce que je comprendrais trop tard, et ce que malheureusement je minimiserais, c'était son addiction à la cocaïne. Mm. Et Mhm. je sais qu'on en parle de plus en plus là, dans la presse, Ouais. l'augmentation du nombre d'utilisateurs. J'ai l'impression qu'elle prend un peu le dessus là, sur le reste des substances psychotropes qu'on peut trouver illégalement. Il faut s'en inquiéter. C'est Mm. Et en plus, il y a plein de dérivés maintenant des drogues ouais, au-delà de la cocaïne, c'est-à-dire qu'elles sont toutes ultra, ultra, ultra oui, transformées bien derrière sûr. et potentiellement encore plus dangereuses. Bah, toutes les drogues de synthèse qui envahissent le marché américain Mm. aujourd'hui font que en fait, les Sud-Américains se retrouvent avec des stocks de cocaïne à ne plus pouvoir, et ça fait baisser les prix en France et en Europe. Ouais. Là, en Suisse, ils luttent tous les jours, quoi. C'est l'augmentation du nombre de crackheads, que ce soit dans les grandes villes, à Genève, Lausanne, c'est Mm. affolant, quoi. C'est en plein centre-ville, aux yeux de tous. Moi, c'est Ouais. très inquiétant. Et une fois de plus, je veux distinguer la condition, l'addiction, la maladie de ces personnes. C'est un trouble psy, comme le Mm. serait de l'anxiété, enfin la mienne Oui, 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 par bah oui. exemple, ou comme le serait, je sais pas, un trouble borderline. Enfin, je la mets dans la même catégorie, hein. Ouais, Et ouais. malheureusement, moi, au contact de cette personne dont je suis tombé fou amoureux, et ben, j'ai vu toutes les comorbidités liées à cette addiction, en fait. Ouais. Et quand je te dis comorbidité, c'est que j'ai réalisé plus tard, quand je suis sorti de cette emprise, donc là, je parle de ça en 2022, fin 2022, quand je sors de cette emprise, et même où je me rendais bien compte que je m'épuisais justement à vouloir sauver cette personne, hein. Mm. Sauver, tue. Vouloir sauver, tue. Moi, ça m'a Oui. mis à plat. Et quand je sors de l'emprise, je perds 15 kilos, je perds mon job, je dors plus, je deviens. Ouais, c'est moi qui deviens fou, quoi. Et donc je me fais hospitaliser. Enfin, je vais aux urgences psychiatriques. On me dit, monsieur, c'est bon, on va vous mettre sous anxiolytique, on va même pas vous garder, vous voyez un psychologue demain et on avance. Et dans ce travail avec la psychologue, je lui en veux à celle-ci, malheureusement. J'en ai vu d'autres depuis, mais celle-ci, je lui en veux parce que Ouais. c'est elle qui m'a ramené justement à ces fins de soirée où, en fait, moi, je dormais déjà et je me réveille et plusieurs fois, parce tu parles souvent d'amnésie traumatique dans tes épisodes. Ouais. Et ben, ce travail avec cette psy, m'a ramené en fait à des moments où je voyais ma conjointe, mon ex-conjointe, euh, perdre contact avec les réalités, Ouais. psychoter. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'était enfilée, je sais pas combien de grammes et combien de quantité d'alcool folle, et je la voyais en fait
gribouillée. Enfin, je voyais bien que là, son cerveau était en train de... Ouais, elle était vraiment pas du tout dans la réalité. Elle partait Non, déjà... et le problème, c'est que moi, j'ai été témoin de ça. Enfin, alors, la psy me dit, monsieur, vous avez été victime de ça. J'étais témoin de ça, et je ne l'ai réalisé que 3-4 ans plus tard, quoi. Enfin, à la fin de la relation. Bah oui. Et... c'est toujours très difficile de se rendre compte des choses quand on est en plein dedans, on n'a pas le recul nécessaire. c'est incroyable comme le cerveau peut se mettre en veille, en fait, à un moment donné, et te préserver, et te dire non mais t'inquiète, là ça va aller, mais par contre, ça va revenir. Et cette reviviscence, amenée presque maladroitement par cette thérapeute, ouais, là, ça m'a achevé. Ça m'a vraiment achevé. Ouais. J'ai une année 2023. C'était pas le bon moment pour toi de repenser à tout ça. Non, alors que juste. C'est tôt, ça, et alors que j'aurais pu justement me dire, bah voilà, ta victoire, elle est là, tu es sorti de cette relation. Et alors que j'étais plein d'entrain et que j'étais dans un élan plutôt positif, eh ben non, là, je me suis effondré. Je me suis effondré et donc là, il a fallu passer par des doses anxiolytiques un peu plus élevées, un peu plus fortes. Il a fallu passer par de l'EMDR pour essayer d'aller désensibiliser tout ça. Je me suis mis sérieusement, et je ne lâche pas l'affaire, à l'écriture émotionnelle. Je le conseille à beaucoup. Je pense que c'est une pause. Ça permet au cerveau d'avancer à un rythme un peu différent. Et ça aide. Moi, ça m'aide énormément. Et puis ça libère aussi la tête, quoi. Enfin, le cerveau, clairement, tout ça. Clairement. Et la parole, au maximum. Alors, j'ai tout essayé. J'ai rencontré à Genève un groupe d'hommes battus. Un groupe d'hommes victimes de violences conjugales. Alors, en y allant, justement, du coup, je me suis rendu compte que ma situation était peut-être pas... Ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de voir d'autres choses, mais par contre, ça m'a permis aussi de réaliser que... Relativiser dans quel sens, du coup? Parce qu'en fait, toi, il n'y avait pas, entre guillemets, de violence physique ou de choses comme ça, c'était vraiment plus de la violence psychologique, et puis... le problème, c'est que... Je pense qu'on peut qualifier ça de violence psychologique, le fait que tu aies dû vivre avec justement ces accès, les délires, les hallucinations, plus j'imagine le comportement qu'elle pouvait avoir quand elle était sous coke aussi. En fait, le point commun, je dirais, entre les agresseurs dont ont été victimes certaines de tes intervenantes, ou même certains de tes intervenants, c'est l'excès de cocaïne et, à mon avis, l'état d'esprit de ces agresseurs, c'est le rapport à l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, et donc, on bascule rapidement dans l'hyperagressivité, dans la provocation, l'humiliation. C'est genre... Oui, c'est vraiment les violences psychologiques. On est sur les mêmes, je dirais, symptômes, entre guillemets. Et puis le besoin, du coup, de dominer, de contrôler l'autre personne. Et impossibilité de se remettre en question, même à froid. Une fois la descente terminée, au bout de 2-3 jours, j'ai beau lui rappeler les faits. Alors, je sais pas si... Moi, je parle vraiment d'une dissociation. J'ai un Dr Jekyll la journée, la semaine, quand on travaille, quand on part en vacances, quand on part en week-end, quand on visite nos familles. Et j'ai Mr Hyde au bout de 2-3 traits, quoi. Et ça, c'est... Encore aujourd'hui, c'est deux personnalités complètement scindées, complètement différentes. Alors, tu parlais de violence psychologique. Toujours dans mon travail avec la psy, à un moment donné, elle me pose la question, mais ces fins de soirée, là, où vous aviez justement en face de vous quelqu'un que vous ne reconnaissiez pas, est-ce que vous avez été sujet à des violences sexuelles ? Et il s'est trouvé que, pareil, peut-être que je l'ai minimisé, que j'étais aussi un peu dans le déni. Alors là, je vais mettre de côté le consentement, parce que
je pense pas qu'il y ait un mec qui refuse de passer à l'acte. Je sais pas, là, à ce moment-là, j'avais sans doute envie, ouais, à ce moment-là aussi. Mais c'était pas dans les termes qui étaient les miens. Oui, c'était C'était pas une question de consentement pour ton cas. ouais. En tout cas, t'avais envie, tu Voilà, l'as fait, c'est- mais après, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport à Eh ben, ça. m'a littéralement brisé le péritoine, en fait. C'est que j'ai eu une descente Ok, ouais. d'organes en fait, en bas du ventre, double hernie inguinale, que j'ai traité donc, là, l'été 2023, avec un médecin qui m'avait dit bah non, mais ça va se faire très bien, on va passer par le nombril, on va mettre un filet de rétention et tout ira bien. Ça ne s'est pas bien passé, j'ai dû repasser sur le billard 2 fois. Et encore aujourd'hui, ben, je les sens. Donc, je te Ouais. raconte pas. Donc on peut imaginer la violence de ce qui s'est Ouais, passé. et puis moi, du coup, mon rapport au sexe aujourd'hui, ouais, Ouais, ça reste compliqué ouais, forcément. oui, c'est compliqué. Ouais. Bah, j'ai plus la même libido. Alors, pour ma compagne d'aujourd'hui, c'est parfois difficile à comprendre, mais ouais, ça me ramène aussi à ces moments-là. Hmm. Voilà, mais on en parle. Voilà. Et elle est plutôt compréhensive. Oui, c'est pas un tabou Non. entre vous, ouais. Alors là, depuis ce nouveau choc émotionnel, je peux te dire qu'au niveau des émotions, au niveau de l'expression de ce que je ressens, je suis parfois même un peu dans l'abus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir Ouais, tendance je comprends. à suranalyser. Bah, il y a cet état d'hypervigilance aussi. Ouais, Je vais être parfois un peu plus sur mes gardes quant à un comportement, quant à une attitude. C'est là-dessus que je travaille, quoi. C'est là-dessus qu'il faut que j'avance, quoi. C'est que je ouais. refasse confiance. Et, et que c'est... Mais c'est encore relativement récent quand même. Oui, La fin de date de 2022, on est qu'en eh oui, 2025, donc ouais, c'est encore très très oui, frais. oui, Roman, mais j'ai 44 ans et la vie est courte. Et il faut avancer. J'ai pas de Oui, temps à perdre. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à précipiter un petit peu ce rétablissement. J'arrivais chez les thérapeutes, parce que j'en ai eu 4 ou 5 depuis. J'arrivais quasiment avec avec les questions et les réponses. Je voulais tout de ouais. suite des solutions, je voulais tout de suite des outils. Ouais, j'ai un peu précipité la chose, mais c'est parce que je... Ah, mais je te disais pas ça dans le sens où t'as précipité les choses, c'est plus, ça reste vraiment très très frais, donc forcément que les conséquences sont elles aussi très fraîches. Ouais, mais dis-toi Elles que pour qui l'entourage, s'atténuent ouais, peut-être pas forcément encore, quoi. ouais, bah, ça c'est mon ressenti. C'est clair qu'il me faudrait, moi je pense qu'il me faudra encore des mois, voire des années. Ouais, Pour mon entourage, alors pour mes parents, n'en parlons pas, mais pour certains de mes proches, c'est incompréhensible. Ce n'est pas acceptable. C'est cette idée d'assumer cette vulnérabilité, cette idée de crier haut et fort que j'ai été soi-disant victime, ce qui pour eux n'est pas entendable. ouais. C'est pas, ça joue pas pour eux, quoi. Ça marche pas. Et donc du coup, bah, j'ai tendance à me remettre encore plus en question. J'ai tendance à culpabiliser. J'ai tendance ouais, à douter. Mais je, Hmm. mais je garde espoir. Je garde espoir tous les jours. Je me lève le matin. Oui. Voilà, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Ça, c'est clair. Mais c'est comme ça. Et le temps fera son œuvre, j'en suis sûr. C'est, Le temps et puis aussi la thérapie et toutes les choses que tu mets en place ouais, quotidiennement aussi ouais, ouais, pour te réparer par rapport à ouais. Et tout ça. puis j'aborde des sujets que j'aurais peut-être pas abordés si cette épreuve-là ne s'était pas présentée. Euh, Hmm. Mon rapport au père, le rapport au père, le rapport de mon père à son père. Il y a tout un tas de choses. Ouais, Je- finalement, c'est venu questionner. plein de choses, plein de choses. Et puis la question même Ouais. de la masculinité. J'ai des groupes WhatsApp avec des potes de fac. Bah, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui Hmm. être un homme, être un père de famille euh, cette idée d'à tout prix je sais pas, assumer une forme de virilité. Ouais. Non, enfin, je me.
je questionne plein de choses. Là, comme je te... Tu te reconnais pas forcément dans tous ces clichés, les stéréotypes, Non, justement, comme tu disais, de masculinité, de non, virilité. c'est complètement abscon. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je veux que mon gamin... Enfin, non. Là, comme je te Ouais. l'expliquais, j'ai refait ma vie assez vite. Je veux dire, la personne en question, enfin, la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, elle m'a ramassé par terre, elle m'a regardé, Ouais. elle m'a dit, bon, écoute, va falloir que tu fasses un travail. Et je le savais. Et, elle est très branchée, santé mentale, yoga, méditation. Enfin, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus. Elle m'a beaucoup aidé. Là, on a la chance d'avoir accueilli un enfant. Qu'en est-il de son éducation vis-à-vis des femmes? je, je- Ouais, t'as envie de lui montrer une autre possibilité d'être un homme aujourd'hui et de l'éduquer justement dans cette nouvelle Ah ben, possibilité. je pense que si on n'étudie pas au plus tôt Mm. enfin, sur une éducation antisexiste, enfin, je veux dire, ça ne marchera pas. J'ai vu Et puis lui montrer aussi qu'il a le droit d'être bien sûr. vulnérable, qu'il a le droit d'être plus fragile, entre guillemets. Ah, mais Enfin, moi, tout ce qu'on n'attend pas forcément des hommes, en fait. je n'interdirai jamais à mon gamin de pleurer. Jamais. Oui. Jamais. Pour mon père, c'était inconcevable. Mm. Euh, C'est vraiment aller à l'encontre de comment tu as été je, éduqué et faire mieux les choses, entre guillemets, si je puis me oui. permettre d'utiliser le mieux. Je sais pas si tu as vu la série Netflix Adolescence. J'ai commencé, j'ai pas fini encore. C'est bouleversant. Mais malheureusement, c'est un petit peu vers ce en quoi on tend. Ces accès de violence chez les adolescents, ce qui s'est Mm. passé à Nantes, là, il y a peu. Enfin, moi, je me dis, on va où, là? On va où? Si on, Ouais, bah et oui, c'est sûr. je crois que malheureusement, c'est de notre ressort, enfin, je te parle de ma génération, j'ai quand même un certain âge maintenant, mais Ça va quand même. ça va, mais bon, j'estime que T'es pas un les fossile non adolescents plus. et les adolescents d'aujourd'hui, on leur a montré le pire des exemples. Euh, donc Oui. il faut rapidement corriger le tir, je pense. Et on le voit clairement avec la montée des extrêmes, justement. Et justement, c'est dans les extrêmes qu'on a ce côté très Évidemment, viriliste, masculiniste. évidemment, Et il y en a de plus en plus, malheureusement, oui. évidemment. J'écoutais récemment un reportage en Roumanie. Les gens ne regardent plus les médias, les gens regardent TikTok. Ce qui est véhiculé par TikTok, moi je m'en inquiète. Moi, mon fils me montre de temps en temps ben, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas avoir une perception correcte du monde en se basant sur ce réseau social ou sur les réseaux sociaux en général. Je pense que là, on est à côté de la plaque. Donc voilà, pour revenir un peu à... Disons qu'ils sont pas assez filtrés. Non, non, et puis Et qu'il y a des contenus qui peuvent être très pertinents, mais ben, malheureusement, c'est pas ceux qu'on met le plus en avant il y a pas de sur ces contexte, il y a pas plateformes. de contexte, il y a que il y a rien, c'est creux, et ça donne lieu, malheureusement, je pense, comme tu dis, à des extrêmes et à des... Voilà, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Donc, je m'inquiète des fréquentations de mon grand, qui a 18 ans cette année, et je ferai le Ouais. nécessaire pour le petit qui vient d'arriver. Voilà, ça c'est clair. Je ne raterai pas ça. Mais t'as bien raison, et c'est bien de penser comme ça, effectivement, faut le Ouais, souligner. mais malheureusement, parmi mon entourage, bah, mes amis proches, on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là. Et, Ah, ça. donc, bon, s'il faut à tout prix passer par un traumatisme pour comprendre certaines choses, non. Non. Je pense que Normalement, non. non. La Normalement, base, non. C'est- Mais c'est vrai que je recommande à beaucoup de proches. Alors, c'est parce que le fait d'avoir un peu libéré la parole, le fait d'avoir un peu dénoncé, et une fois de plus, je voulais pas stigmatiser hein, quand j'abordais mon ex. Hein, je voulais bien Oui, distinguer. c'est juste Voilà,
T'exposes des C'est faits, en ça, c'est fait. ça. Elle a été violente d'une certaine façon parce qu'il y avait à la fois la cocaïne, peut-être aussi d'autres facteurs qui auraient pu Mais je les connais. Oui, expliquer, mais pas oui, je justifier. connais tous ces traumas. Mais voilà, c'est juste une exposition des Je faits. connais tous ces traumas. Je connais tous ces dénis. Je connais tout ce qu'elle a esquivé. Je sais tout ce qu'elle a esquivé toute sa vie. Ouais. Est-ce que c'est... Enfin, pour moi, c'est une esquive funeste. Toutes ces esquives vont la mener à la mort, si elle ne fait pas le nécessaire. Donc, à un moment donné, je, je pense que c'est pour ça que il y a il y a ces fameux agresseurs, des gens qui, en pleine conscience, vont faire de la merde, et puis les gens, malheureusement, un peu plus vulnérables, qui vont se laisser embarquer dans des chemins qui ne sont pas les leurs, Mm. et ça peut donner lieu à des dérives dont j'ai pu être victime. Voilà. Mais Ouais. voilà, alors, je reviens sur ce que je disais, donc c'est le fait d'avoir un peu libéré la parole. Alors, il y a eu des gens qui m'ont clairement fermé la porte, ça c'est clair, et ça je l'entends. Ouais. Je pense que ça... Plutôt des amis ou des. Bah Ta là, ça famille fait le tri, là. ou- Là, je peux dire que c'est Ouais, facile. bah Hein, oui. Je euh, sais. non, la famille, toujours un petit peu dans la compréhension. Euh, non, mes amis, certaines personnes que je considérais comme des amis, à mon Ouais. avis, ça les a ramenés à leurs problématiques et à leur propre dissonance cognitive, je dirais. Mm. Et puis, il y en a certains, par contre, qui se sont rapprochés. On souhaitait en savoir plus. On commençait à reconsidérer pour certains leur consommation. On commençait à me dire, mais moi aussi, je peux aller voir un psy. Enfin, mais je dis, mais attends, mais c'est pas... Il y a des gens qui ont commencé à faire de leur santé mentale une priorité. Ou au moins Ouais. la mettre au même niveau que leur santé physique. Et Mm. là, même si c'est assez peu de gens, en proportion, je suis quand même assez satisfait de ce Mais résultat. ça compte quand même. Ça compte quand même. Ouais. Ça compte quand même. Et Et ça compte d'autant plus que c'était des personnes qui étaient assez proches de toi finalement, donc ouais, tu bien as pu sûr, avoir bien un sûr. impact sur elles. Ça a changé, ça a fait disparaître certaines relations, mais Oui. ça en a transformé d'autres, ouais, et dans le bon sens. Donc, Mm. voilà. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Au niveau professionnel aussi, euh, j'ai la chance de travailler pour un employeur qui est assez sensible justement à ces idées de bien-être au travail et de santé mentale. Ouais. Donc nous avons des techniques de mindfulness, ouais, de self-awareness. Ouais. Moi je connaissais pas. C'est plutôt pas mal dans la gestion du stress au travail, dans la gestion Ouais. des émotions. Donc je travaille à ce développement-là aussi. Pourtant je ne travaille pas aux ressources humaines, hein, mais j'assiste les ressources humaines dans cette Ouais. approche-là. Donc ça me plaît aussi. Et puis y croire, toujours et encore, toujours. Toujours se dire que demain sera mieux que la veille. Alors il y a des hauts, des bas, j'ai des nuits catastrophiques avec des cauchemars où je revois ces moments. Ouais, tu revis encore les scènes dans tes Ouais, nuits ouais, avec les cauchemars. j'ai ce rapport. Elle avait une chienne qui s'appelait. Bon, ça sert à rien de dire le nom du chien, mais j'adorais ce chien et Mm. on avait un rapport extraordinaire. Elle était très craintive, elle avait peur de tout. Et quand elle voyait sa maîtresse justement perdre un peu le contact, ben, oui, psychotée, on va dire, Oui. elle se mettait dans un coin et elle tremblait et je revois ce moment-là et je, et je me disais, je me dis, mais pourquoi je passe mes journées à la sortir en lendemain de soirée, en fait. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi. Mm. Maintenant, je comprends pourquoi. Oui, bah oui. C'est Oui. c'est que C'était pour lui éviter ça, ouais. ouais, je voulais la préserver un peu de ça. Ouais. Mm. Voilà, donc ça fait partie ouais, des souvenirs, des choses qui reviennent, mais je leur en ai... elles ont une saveur un peu différente aujourd'hui, ouais. Ouais, et même si les premiers mois après la séparation,
J'avais des pensées sombres, j'avais des envies de vengeance, j'étais à deux doigts d'entamer une voie judiciaire. Enfin, j'étais prêt à Ouais. tout. Bon, il y a déjà eu les frais de santé qui ont sérieusement contrarié. En Suisse, Oui, on n'a pas la j'imagine. sécurité sociale, hein, donc Ouais. c'est, Oui, bah oui, tout est de ta là, poche. c'était un peu compliqué. Je crois qu'au total, sur 2023, en frais de santé, on n'est pas loin des 9000 francs. Euh, Oui. J'avais plus de quoi me payer un avocat. J'avais... Et puis, pour en avoir rencontré une, bah, c'est déjà compliqué pour une femme de démontrer. Je sais pas combien en proportion de plaintes mènent vraiment à quelque chose. Très, 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 très Alors peu. imaginez pour un homme. En plus, il n'y a pas plus société patriarcale que la Suisse, si je puis me permettre. Donc c'est Mm. même pire qu'en France. Donc on m'a vite fait comprendre que ça ne servirait à rien. Oui. Et puis ça t'aurait peut-être aussi plus plongé dans un autre mal-être que... Ça aurait peut-être sans doute oui, alimenté ouais, cette anxiété. Je crois que la justice, malheureusement, elle peut rien pour les victimes à l'heure actuelle si elle ne change pas complètement, en fait. Ben, j'espère ben, l'affaire Pellico est un premier électrochoc, je pense. J'espère. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, Je crois pas. malheureusement. Il y a eu le soufflet est retombé très 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 rapidement et aujourd'hui... Ouais. Ben, on peut que souhaiter que ça change parce que je- j'ai beaucoup d'amis dans la communauté gay aussi à Lyon. Quand je rentre chez moi, parfois, attention à ce qui s'y passe. Ouais, c'est aussi un peu le silence, un petit peu dans ce qui se passe là-dedans, quoi. Oui, Moi, je connais des gens qui pratiquent le chemsex. C'est, il y a des abus là aussi. oui, C'est, oui, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très silencieux, mais qui mériterait effectivement d'être plus mis en lumière. je pense. Et je pense qu'il faut protéger les générations à venir. Parce que. Et pas seulement des ces fameuses nouvelles drogues là, qui vont envahir le marché dans les 2-3 ans qui viennent, mais aussi ben, de ce rapport interhumain dans notre société, quoi. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui pose le plus problème, quoi. On ne fait plus confiance à Mm. personne, quoi. Et, voilà, donc il faut rester optimiste, malgré tout. Si je puis... Oui, faut essayer. Justement, qu'est-ce qui t'aide à rester optimiste, toi, de ton côté? Le sourire de mes fils, les projets de mes fils, euh, le sourire de la femme que j'aime, euh, mes projets perso, mes collègues à la machine à café, mes parents, mes vieillissants parents qui se soutiennent l'un et l'autre encore et toujours alors qu'ils ont perdu un Mm. fils. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Il faut s'y accrocher à chacun d'entre eux et se tenir droit. Voilà, je pense que c'est ça l'idée. C'est travailler sa respiration, marcher. Je fais beaucoup plus attention à ce que je mange aussi. Ouais. Ça joue beaucoup. Voilà, il faut. T'as vraiment repris un autre mode de vie finalement que ce que tu avais avant. Mais je pense que cette personne que j'ai aimée follement m'a accompagné a précipité une chute que j'avais engagée déjà. C'est pour ça Ouais. que aujourd'hui j'essaie de. C'est parce qu'il y avait une faille qu'elle a pu justement entrer Possiblement. dedans et puis. Possiblement. Bah, j'avais toujours été celui à qui on parle de ses problèmes. J'avais toujours Ouais. été celui qu'on écoute, enfin qui écoute plutôt. Et j'étais plutôt celui Oui. qui exprimait le moins. Et bah, le problème, c'est que quand je commençais à m'exprimer, ben, là, il n'y avait plus trop personne pour m'écouter. Mm. Mais je crois que c'est assez commun comme
Malheureusement, oui. Donc je continue. Là, j'en suis, donc, comme je te dis, à ma 5e thérapeute. C'est vrai que la première m'avait plutôt aidé à analyser un petit peu la situation et de faire un petit peu un bilan de ce qui s'était passé. Le deuxième avait été assez inefficace dans le sens où il y avait assez peu de retours. Moi, j'aime bien des thérapies d'échange. J'aime pas trop. Oui, donc allongez-vous ici et parlez. Moi, je veux bien vider mon sac pendant 1 heure, mais bon, c'est pas très constructif. Oui, à la fois, tu as besoin d'avoir, surtout dans un cas de traumatisme, il faut quand même avoir des éléments sur lesquels on peut rebondir et avoir des clés de compréhension. Exactement. J'avais rien de tout ça. La 3e, donc là, on a fait 2-3 séances de MDR et ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'est peut-être pas recommandé pour tout le monde. Hein, c'est quand même assez. Là, les reviviscences, elles sont bien là. Hein, il faut pas commencer le MDR trop tôt après les traumatismes parce que justement, il y a un risque de retraumatisation par les souvenirs et ça peut être très, très dangereux. Ça peut être assez violent, et puis là, actuellement, avec la 4e, on est plus sur l'analyse comportementale. Voilà, on va dire ça. On va dire un petit peu des mises en situation de mon présent, de ce qui peut se passer aujourd'hui, et prendre du recul, se remettre en question, parce que je pense que c'est important. Apprendre à exprimer tes émotions aussi, du coup, par rapport à l'écriture que tu disais tout à l'heure. Se pardonner aussi, peut-être des émotions qu'on a mal gérées, notamment juste après la séparation. Moi, je ne suis pas fier du tout de la façon dont mon esprit ou mon corps a pu réagir, mais c'était comme ça. Donc, se débarrasser de la culpabilité, se débarrasser de la honte, quelque part, de s'être mis dans une situation pareille. Et puis, tâcher d'être plus sympa avec soi-même. Ça aussi, c'est plutôt cool. Ça, c'est pas mal. C'est ça, oui. Donc, c'est mieux, effectivement, t'as raison. Donc, mais dans l'ensemble, là, ça va faire 2 ans. Je pense que dans encore 1 an ou 2, on aura atterri totalement, quoi. Voilà. Et là, je pourrais, justement, entamer l'éducation non sexiste de mon fils. Parce que je veux à tout prix... Encore plus en détail, en profondeur. Je veux qu'il soit prêt pour une vie la plus saine possible. Voilà. Émotionnellement parlant. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont pouvoir t'écouter? C'est ma question à 3 000 $. La question à 3 000 $. Je dirais que chacun chacun trouvera ses techniques, chacun trouvera le bon chemin, et c'est pas parce qu'on a pris le mauvais à un moment donné qu'on retrouve pas le bon à un autre moment. Voilà. Et il faut croire en soi. Merci beaucoup, Yann. Et de rien, Romane. Merci à toi. Un grand merci à toi, Yann, pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation et de l'enregistrement de cet épisode. T'es pas tout seul, et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.